Ils ont offert au monde leur talent, leur sourire, leur art. Et un soir, sans bruit, ils se sont endormis pour ne plus se réveiller. 15 destins légendaires, un dernier repos paisible, mais derrière ce calme apparent, chaque départ cache une histoire que peu de gens connaissent. Découvrons-la ensemble. Numéro 1. Charles Aznavour. Le 1er octobre 2010 à Huy, dans sa maison de Mauriès, au cœur de la Provence, Charles Aznavour s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Ce matin-là, la France entière s'est réveillée dans un silence étrange, comme si une voix familière venait de disparaître de l'air même que l'on respire. Il avait 14 ans. Jusqu'à la veille, il préparait encore de nouveaux concerts, rêvait de scène, de lumière et de ce contact si unique avec le public. Rien ne laissait présager que cette nuit serait sa dernière. Il s'est endormi simplement, entouré de ses souvenirs, de photos, de partitions, de mots qu'il avait écrits pour des générations d'amoureux de la chanson française. Charles Aznavour, c'est un siècle de musique, de cinéma et de poésie. Sa voix reconnaissable entre toutes, légèrement voilée, pleine d'émotion, a traversé le temps comme un fil reliant les cœurs. Il chantait la nostalgie, les regrets, l'amour imparfait, la beauté de la vie malgré ses cicatrices. Des titres comme La Bohème, Hier encore ou Emmenez-moi sont devenus des hymnes à la mémoire collective. Il avait cette manière rare de faire pleurer et sourire dans la même phrase, de transformer la douleur en art, la tristesse en lumière. Fils d'immigrés arméniens, né à Paris en 1924, il avait connu la pauvreté, le rejet, la guerre, mais jamais il n'avait cessé d'aimer la France. Il disait souvent que son accent était son drapeau. Il écrivait pour Piaf, pour Montand, pour d'autres avant d'oser chanter ses propres textes. Son succès fut lent, bâti sur la ténacité et la sincérité. Quand il a enfin conquis le public, il ne l'a plus jamais perdu. Ses concerts étaient des leçons d'humilité. À plus de 90 ans, il montait encore sur scène, une chaise, un micro, un regard qui contenait toute une vie. Il chantait sans artifice, juste avec la vérité. Ce soir-là, à Mauriès, il s'est allongé comme après un long spectacle. Le silence a pris la place des applaudissements. Mais dans les rues de Paris, dans les cafés, dans les radios, sa voix a continué de flotter, comme une présence invisible. Le monde a perdu un artiste, mais la France a perdu un ami. Son départ dans son sommeil, sans douleur ni drame, semblait être la dernière élégance d'un homme qui avait tout donné à la chanson et à la vie. Une fin douce, à l'image de son regard, calme, lucide, reconnaissant. Et quelque part, dans le vent de Provence, on croit encore entendre les mots de La Bohème, suspendus entre la nuit et l'aube. Numéro 2. Michel Galabru. Le 4e janvier 2006, dans son appartement parisien, Michel Galabru s'est endormi pour la dernière fois. Ce matin d'hiver, la nouvelle s'est répandue comme une onde de tristesse dans tout le pays. Les journaux ont simplement écrit qu'il s'était éteint paisiblement dans son sommeil, à 93 ans. Rien de plus, rien de moins. Une fin discrète, presque timide, à l'image de cet homme qui avait passé sa vie à faire rire la France entière, sans jamais se prendre trop au sérieux. Depuis des décennies, Michel Galabru était une figure familière. Sa voix grave, son air bourru, ses mimiques inoubliables faisaient partie du paysage du cinéma français. Il était ce voisin qu'on imagine croisé au marché, ce gendarme malicieux qu'on aimait retrouver dans les films du dimanche. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un acteur, mais une présence rassurante, une part de la mémoire collective. Né à Safi, au Maroc, en 1922, il avait grandi dans l'amour du théâtre avant de devenir l'un des visages les plus aimés de la comédie française. Sa carrière est immense, plus de 200 rôles au cinéma et au théâtre, des classiques comme Le Juge et l'Assassin jusqu'aux comédies populaires du Gendarme de Saint-Tropez. Aux côtés de Louis de Funès, il formait un duo mythique, celui du rire à la française, tendre et un peu absurde. La veille de sa disparition, il parlait encore de théâtre, de texte, de la scène qu'il aimait plus que tout. Son entourage disait qu'il rêvait de rejouer Molière, même fatigué, même affaibli. Puis la nuit est venue, silencieuse. Il s'est endormi sans bruit, comme s'il quittait une scène après le dernier rideau, saluant une dernière fois son public invisible. Les hommages ont afflué. Les chaînes de télévision ont rediffusé ses films. Les spectateurs ont souri entre deux larmes, revoyant ce visage qu'ils connaissaient depuis toujours. Il y avait dans cette disparition une douceur étrange, celle d'un homme qui part sans déranger, sans drame, fidèle à lui-même. Michel Galabru laisse derrière lui un héritage immense. Des générations entières ont grandi avec lui, et même ceux qui ne connaissaient pas son nom se souvenaient de son rire.
En s'éteignant dans son sommeil, il a offert une leçon de paix, une sortie paisible après une vie de passion et d'énergie. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Michel Galabru, l'éternel gendarme au cœur tendre du cinéma français? Partagez votre émotion dans les commentaires, car les rires et les souvenirs sont la plus belle façon de lui dire merci. Numéro 3, Claude Jansac. Le 27 décembre 2016, dans la nuit tranquille de sa maison à Paris, Claude Jansac s'est endormie pour ne plus se réveiller. Elle avait 89 ans. Son fils a annoncé qu'elle était partie paisiblement dans son sommeil, sans souffrance, sans agitation. Une sortie douce, à l'image de la femme qu'elle fut, discrète, élégante et pleine de bienveillance. Ce matin-là, la France s'est souvenue d'elle avec tendresse. Sur les ondes, sa voix résonnait encore, pleine de ce ton amusé qu'elle savait si bien utiliser pour désamorcer les colères de Louis de Funès. Pour beaucoup, Claude Jansac, c'était d'abord Madame Cruchot, l'épouse rieuse et pleine d'esprit du gendarme de Saint-Tropez. À ses côtés, elle formait un duo inoubliable, symbole d'une époque où les films rassemblaient toute la famille devant la télévision. Son regard pétillant, sa diction parfaite, sa façon de mêler ironie et douceur faisaient d'elle une actrice à part. Elle ne jouait pas seulement la comédie, elle incarnait la joie de vivre, la légèreté française. Née en 1927 à Assy-en-Multien, elle avait très tôt choisi le théâtre avant de se tourner vers le cinéma. Sa carrière a traversé les décennies, de la grande époque du noir et blanc jusqu'aux années 2000. Elle aimait dire que son secret était simple, rester curieuse et travailler sans cesse. Derrière son allure sage, il y avait une femme libre, cultivée, pleine d'humour. Elle avait connu les plus grands, joué avec Bourvil, De Funès, Gabin, et su garder toujours cette humanité qui faisait d'elle quelqu'un d'unique. La veille de sa disparition, elle avait passé une soirée tranquille, entourée de quelques proches. Aucun signe d'inquiétude, seulement la fatigue d'une journée ordinaire. Puis la nuit est tombée, douce, silencieuse. Le matin, on l'a trouvée endormie, paisible, comme si elle rêvait encore d'une réplique bien tournée ou d'un plateau de tournage. Les hommages ont été nombreux. Le monde du cinéma a salué une actrice rare, fidèle à ses valeurs et à son public. Les spectateurs ont revu avec émotion ces scènes cultes, ce regard complice échangé avec Louis de Funès, ce sourire qui semblait toujours dire « tout va bien ». Claude Jansac laisse derrière elle l'image d'une femme forte et lumineuse qui a su traverser le temps sans jamais perdre sa grâce. En s'éteignant dans son sommeil, elle a quitté la scène comme elle y vivait, avec douceur, élégance et pudeur. Une étoile du cinéma français, partie comme dans un dernier éclat de rire. Numéro 4, Danielle Darrieux. Le 10 à 7 octobre 2010 à 7, dans sa maison de Bois-le-Roi, Danielle Darrieux s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Elle avait 100 ans, une longévité exceptionnelle pour une actrice dont la carrière avait traversé presque tout le XXe siècle. Ce matin-là, la France a perdu une voix, un regard, une élégance. Elle appartenait à cette génération d'artistes pour qui jouer était une manière de respirer, d'aimer, de vivre. Sa disparition n'a pas provoqué de fracas, seulement un grand silence empreint de respect. Danielle Darrieux, c'était l'incarnation même de la grâce. Depuis les années 30, son visage avait illuminé le grand écran. Elle avait à peine 14 ans lorsqu'elle tourna son premier film, puis très vite devint l'une des actrices les plus admirées du cinéma français. Son charme naturel, son sourire, sa voix douce faisaient d'elle une figure à part. Elle n'avait pas besoin d'effets, sa présence suffisait. Les réalisateurs l'aimaient pour son intelligence, sa subtilité, cette manière unique de dire beaucoup en peu de mots. Son talent s'est affirmé dans des films devenus légendaires. Mayerling, Madame II, Les Demoiselles de Rochefort. Elle savait tout jouer, la passion, la douleur, la légèreté. Dans chaque rôle, elle apportait un éclat humain, sincère, intemporel. Elle n'était pas seulement une actrice, elle était une mémoire vivante du cinéma. Les générations se succédaient, elle restait là, immuable, témoin d'un art en constante évolution. À 100 ans, elle lisait encore, recevait quelques amis, riait d'une voix claire. Ses proches disaient qu'elle parlait souvent de musique, qu'elle fredonnait parfois des airs d'autrefois. Le soir du 10 à 7 octobre, elle s'est couchée calmement, après une journée paisible. Le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée. Ce fut une fin douce, presque poétique, comme une dernière scène où la caméra s'éteint lentement. Les hommages venus de toute la France ont rappelé l'immensité de sa carrière. Actrice, chanteuse, femme libre, elle symbolisait la fidélité à l'art et à la vie. Les journaux ont parlé de 100 ans de lumière. Ceux qui l'avaient connue parlaient d'elle avec tendresse, évoquant sa politesse, son humour discret,
sa force tranquille. Danielle Darieux a traversé le siècle comme une étoile tranquille, toujours brillante, jamais arrogante. En s'endormant dans son sommeil, elle a quitté la scène avec la même élégance qu'elle y était entrée. Une fin douce pour une vie d'artiste qui aura tout donné à la beauté et à l'émotion. Numéro 5, Paul Bocuse. Le 20 janvier 2010 à Huy, à Collonges au Mont d'Or, près de Lyon, Paul Bocuse s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 91 ans. Ce matin-là, la nouvelle a traversé la France comme un souffle de nostalgie. Dans les cuisines, dans les marchés, dans les restaurants de village ou les grands palaces, on a baissé la tête en silence. Le pape de la gastronomie venait de tirer sa révérence, sans bruit, après une vie entière consacrée à la cuisine et au bonheur de nourrir les autres. Né à Collonges en 1926, Paul Bocuse avait grandi dans les effluves de beurre, de vin et d'herbes fraîches. Son père et son grand-père étaient déjà cuisiniers. Et très tôt, il avait compris que sa place était derrière les fourneaux. Il aimait répéter que la cuisine, c'est l'amour et le respect du produit. Dans les années 60, il a bouleversé le monde culinaire en inventant la nouvelle cuisine, plus légère, plus sincère, plus proche de la nature. Son restaurant, l'Auberge du Pont de Collonges, est devenu un lieu de pèlerinage pour les amoureux du goût. 3 étoiles au guide Michelin pendant plus d'un demi-siècle, un record que peu ont atteint. Bocuse, c'était plus qu'un chef, c'était un symbole national. Son visage souriant, sa toque blanche, son accent lyonnais faisaient partie du patrimoine français. Il parlait de cuisine comme d'une philosophie. Il disait que le plus beau compliment était d'entendre une salle silencieuse pendant que les gens mangent. Derrière cette image publique, il y avait un homme simple, fidèle à sa région, à ses amis, à ses racines. La veille de sa disparition, il se reposait dans la maison où il était né. Il aimait regarder le Rhône couler lentement derrière la fenêtre, sentir les odeurs du jardin, parler des recettes anciennes. Puis la nuit est venue, douce et paisible. Il s'est endormi entouré de souvenirs, de photos, d'ustensiles qui avaient traversé des générations. Lorsque la nouvelle a été annoncée, les plus grands chefs du monde ont rendu hommage à son talent et à son humanité. Emmanuel Macron a déclaré que les chefs pleurent aujourd'hui un maître, mais au-delà des mots officiels, c'est tout un peuple qui a perdu un repère. Paul Bocuse a quitté ce monde comme il a vécu, avec humilité et élégance. Son départ dans son sommeil a ressemblé à un dernier service accompli avec perfection, une dernière assiette servie avec amour. Et dans les cuisines de France, son esprit continue de flotter, comme une odeur de beurre chaud et de souvenirs heureux. Numéro 6, Sean Connery. Le 31 octobre 2020, sur l'île de New Providence aux Bahamas, Sean Connery s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 90 ans. Ce matin-là, le monde entier a appris que l'élégant espion qu'il avait incarné pendant des décennies avait quitté la scène, calmement, sans drame, comme il avait vécu. Sa famille a précisé qu'il s'était endormi entouré des siens, dans la maison où il aimait se retirer, face à la mer. Une fin douce, presque cinématographique, pour celui qui avait donné au mot charme un visage et une voix. Sean Connery, c'était plus qu'un acteur. Il était un symbole. L'homme qui avait prêté son accent écossais et son regard perçant à James Bond, créant un personnage devenu légende. Dès 1962, avec le film Dr No, il impose un style. Costume impeccable, humour discret, autorité tranquille. Les spectateurs français tombent sous le charme. Pour eux, il reste à jamais le vrai bon, celui qui séduit sans effort et agit sans peur. Mais Connery ne s'est jamais laissé enfermer dans un rôle. Après avoir quitté la saga, il s'impose dans des films exigeants comme Le nom de la rose, Les Incorruptibles ou À la poursuite d'Octobre rouge. Il devient un acteur complet, respecté, récompensé, sans jamais perdre cette élégance naturelle. Dans chaque rôle, il apportait une humanité singulière. Derrière le héros, on devinait toujours un homme simple, fier, attaché à ses racines. Né à Édimbourg en 1930, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, il avait connu la pauvreté avant la gloire. Il gardait cette modestie jusque dans les interviews. Il disait que la réussite ne valait rien sans la dignité. Lorsqu'il s'est retiré du cinéma, il choisit la tranquillité des Bahamas, loin des plateaux, près de la mer et du silence. C'est là qu'il a passé ses dernières années, entre promenades, lectures et souvenirs. Le matin du 31 octobre, la lumière filtrait doucement à travers les volets. Sean Connery dormait paisiblement. Le monde ne le savait pas encore, mais une époque venait de s'éteindre avec lui. Dans les rues d'Édimbourg, les cinémas de Paris,
Les fans se souvenaient de son regard et de sa voix. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Sean Connery, le James Bond au cœur calme et au sourire de légende? Dites-le dans les commentaires, car la mémoire des grands artistes ne vit que par ceux qui les ont aimés. Numéro 7, Rachid Taha. Le 12 septembre 2010 à Huy, dans son domicile de Les Lilas, près de Paris, Rachid Taha s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 59 ans. La nouvelle est tombée au matin, laissant derrière elle un sentiment d'incrédulité. L'artiste qui avait fait danser la France entière avec son énergie rebelle et sa voix rauque n'était plus. Sa famille a simplement précisé qu'il était parti dans la nuit, sans bruit, victime d'un malaise alors qu'il dormait. Rachid Taha était un artiste à part, une âme libre, un pont entre deux cultures. Né à Sig, en Algérie, en 1958, il avait grandi à Lyon, au milieu des années 70. Il portait en lui la rage des quartiers populaires, la fierté d'être à la fois arabe et français, et la passion brûlante de la musique. Très jeune, il fonde le groupe Carte de Séjour, mélangeant rock, punk et rythme du Maghreb. Leur reprise de Douce France, détournée avec ironie, devient un hymne pour toute une génération d'enfants d'immigrés qui se cherchaient une voix. Dans les années 90, il poursuit une carrière solo marquée par des tubes puissants. Ya Raya, chanson traditionnelle algérienne revisitée, devient un phénomène mondial. Sa musique transcende les frontières, mêlant guitare électrique et oud, riff rock et rythmes orientaux. Rachid Taha ne cherchait pas à plaire, il voulait secouer. Il disait souvent que l'art devait déranger un peu, sinon il ne servait à rien. Sur scène, il dégageait une énergie brute. Chemise ouverte, cheveux ébouriffés, il dansait, criait, riait. Ses concerts étaient des fêtes, des révoltes, des prières. Il incarnait une liberté rare, celle de parler de tout sans peur, avec humour et sincérité. Mais derrière le personnage exubérant, il y avait un homme sensible, discret, passionné de poésie et de cuisine. La veille de sa disparition, il travaillait encore sur un nouvel album. Il avait passé la soirée avec des amis, ri, parlé de musique et de souvenirs. Puis il était rentré chez lui, fatigué mais heureux. Il s'est endormi dans la paix, laissant le monde avec son sourire. Le lendemain, les hommages ont afflué. Des musiciens, des acteurs, des anonymes ont salué l'artiste libre, celui qui avait su faire dialoguer la France et l'Algérie à travers ses chansons. Rachid Taha s'en est allé comme il a vécu, dans le rythme, la sincérité et la lumière. Une voix unique, éteinte dans son sommeil, mais résonnant encore dans les cœurs. Numéro 8, Angela Lansbury. Le 11 octobre 2022, à Los Angeles, Angela Lansbury s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Elle avait 97 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle dans un court communiqué plein de pudeur, disant qu'elle s'était endormie tranquillement, entourée des siens. Ce matin-là, des millions de téléspectateurs à travers le monde, et particulièrement en France, ont ressenti un vide étrange. Celle qui avait incarné la douceur et la curiosité dans la série culte arabesque venait de quitter la scène pour de bon. Angela Lansbury, c'était un visage familier pour plusieurs générations. En France, on l'appelait Jessica Fletcher, la célèbre écrivaine détective qui résolvait les mystères avec un calme exemplaire. Pendant 12 saisons, elle avait accompagné les soirées de millions de familles, devenant presque une amie. Sa voix, son sourire, sa présence rassurante faisaient partie du quotidien. Même après la fin de la série, les rediffusions continuaient, et à chaque épisode, le charme opérait encore. Née à Londres en 1925, Angela Lansbury avait quitté l'Angleterre pendant la guerre pour s'installer aux États-Unis. À 10 à 9 ans, elle tourne dans Antise, aux côtés d'Ingrid Bergman, et obtient immédiatement une nomination aux Oscars. Sa carrière ne cessera jamais. Elle chante, elle joue, elle brille à Broadway comme à Hollywood. On la retrouve dans des chefs-d'œuvre du cinéma, de L'homme de l'année à Mort sur le Nil. Elle prête même sa voix à Madame Samovar dans La Belle et la Bête de Disney, marquant une autre génération d'enfants. Angela Lansbury était une actrice d'une élégance rare. Elle refusait la vanité, préférant la rigueur du travail. Elle disait souvent qu'un rôle devait d'abord toucher le cœur. Ce respect du métier lui valut l'admiration de tous. Dans les interviews, elle apparaissait toujours humble, reconnaissante, parlant de sa famille, de ses fans, de son amour pour le théâtre. Le soir du 10 octobre, elle avait dîné tranquillement avec ses proches. Elle riait encore, pleine d'esprit, puis elle est allée se reposer, sereine. Le lendemain matin, elle dormait toujours, paisiblement, comme si elle jouait la plus belle des scènes finales. Les hommages sont venus du monde entier. Les chaînes françaises ont rediffusé Arabesque,
Les journaux ont salué une femme exceptionnelle. Angela Lansbury a quitté la vie comme elle l'avait vécue, avec douceur, dignité et lumière, une étoile de cinéma et de télévision, endormie dans le calme, laissant derrière elle un souvenir éternel. Numéro 9, Jacques Boudet. Le 22 juillet 2024, dans sa maison du sud de la France, près de Montpellier, Jacques Boudet s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 89 ans. Ce matin-là, le monde du théâtre et du cinéma français a perdu un visage familier, une voix douce, un regard rempli d'humanité. Son agent a simplement indiqué qu'il s'était endormi pour toujours, laissant derrière lui des décennies de rôles discrets mais inoubliables. Jacques Boudet n'était pas une star tapageuse, mais un acteur de l'ombre, un artisan du jeu vrai. Depuis les années 60, il faisait partie de ces comédiens que tout le monde reconnaît sans toujours se souvenir de leur nom. Sa carrière était immense, construite sur la sincérité et la constance. Au théâtre, il avait collaboré avec les plus grands metteurs en scène. Au cinéma, il était l'un des visages fidèles de Robert Guédiguian, apparaissant dans presque tous ses films. Les spectateurs français l'aimaient pour cette chaleur tranquille qu'il dégageait, cette manière de rendre chaque personnage profondément humain. Né à Paris en 1934, il avait découvert sa vocation très tôt. Il disait souvent que jouer, pour lui, c'était écouter les autres avant de parler. Cette humilité l'avait conduit loin. Sur scène, il captivait sans jamais forcer. Devant la caméra, il suffisait qu'il regarde pour que tout devienne crédible. Sa voix, grave et tendre, racontait des vies ordinaires avec une vérité rare. Au fil des années, il était devenu une figure familière de la culture populaire française. On l'avait vu dans des séries, des films d'auteur, des comédies. Chaque fois, il apportait la même sincérité. Les jeunes acteurs parlaient de lui avec admiration. Il disait qu'il donnait sans jamais juger, qu'il travaillait toujours avec la même passion qu'à ses débuts. La veille de sa disparition, il avait passé la soirée à lire un texte de théâtre. Il préparait encore un projet. Rien ne laissait deviner que cette nuit serait sa dernière. Au matin, on l'a trouvé endormi, serein, comme s'il s'était simplement arrêté au milieu d'une phrase. Les hommages ont été nombreux. Les journaux ont salué un grand du théâtre, un homme de fidélité et de lumière. Ses collègues ont rappelé son rire discret, sa gentillesse, son intelligence. Jacques Boudet s'est éteint comme il avait vécu, sans éclat inutile, dans le calme et la dignité. Une disparition douce, à l'image d'un comédien qui a su faire de la simplicité une forme d'art. Numéro 10, Pierre Vassilou. Le 10 à 7 août 2014, à Sète, dans le sud de la France, Pierre Vassilou s'est endormi pour ne plus se réveiller. Il avait 66 ans. Sa famille a annoncé qu'il s'était éteint paisiblement dans son sommeil, après une longue vie consacrée à la musique et aux mots. Ce matin-là, la France s'est souvenue d'un chanteur à la fois drôle, tendre et libre, dont les refrains avaient accompagné toute une génération. Pierre Vassilou, c'était d'abord un sourire, une moustache et une voix malicieuse. Dans les années 70, il a connu un succès immense avec sa chanson. Qui c'est celui-là? Un titre plein d'humour, de rythme et de fantaisie. Derrière cette apparente légèreté, il y avait un vrai poète. Il savait observer le monde, parler des travers humains avec douceur, sans jamais blesser. Ses textes mêlaient la dérision et la tendresse, la philosophie et la folie douce. Né à Villecresnes en 1937, il avait grandi entouré de musique. Il commence par chanter dans les cabarets parisiens, puis se fait remarquer par Brigitte Bardot, qui l'invite à assurer ses premières parties. Très vite, il trouve son style, inclassable, entre chansons populaires et humour raffiné. Son succès ne tient pas seulement à une chanson, mais à une personnalité entière. Il chantait comme il parlait, avec un naturel désarmant. Dans les années 80, il s'éloigne des projecteurs pour voyager. Il découvre l'Afrique, le Sénégal, où il s'installe un temps. Là-bas, il s'imprègne de nouveaux sons, de nouvelles couleurs. Sa musique devient plus rythmée, plus métissée. Il disait souvent que la chanson devait respirer le monde. Le soir du 6 août, il s'était couché paisiblement, après une journée tranquille. Il écoutait encore de la musique, entouré des siens. Au matin, il dormait toujours, comme un artiste qui termine sa dernière note. Lorsque la nouvelle de sa disparition a été annoncée, les radios françaises ont diffusé à nouveau ses chansons. Dans les cafés, dans les voitures, les refrains de Qui c'est celui-là résonnaient à nouveau, apportant un sourire nostalgique. Les journalistes ont salué un homme libre, un poète de la simplicité, un artisan de la joie. Pierre Vassilou s'est éteint comme il avait vécu, sans bruit, dans la paix et la lumière. Sa voix continue d'habiter les mémoires, légère,
et ensoleillé. Un artiste qui a fait rire, réfléchir et rêver jusqu'à son dernier sommeil. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Pierre Vassiliou et de ses chansons pleines de fantaisie? Partagez-le dans les commentaires, car la musique garde vivant ceux qui nous ont fait sourire. Numéro 11, Adriana Asti. Le 31 juillet 2025, à Rome, Adriana Asti s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Elle avait 93 ans. Ce matin-là, la nouvelle a bouleversé le monde du cinéma européen. En France, comme en Italie, son nom évoquait immédiatement le charme, la profondeur et la liberté du grand cinéma d'auteur. Elle était de celles qui ne trichent pas, qui vivent leur art avec une intensité presque mystique. Née à Milan en 1931, Adriana Asti avait découvert très jeune la scène et les mots. Elle commença par le théâtre avant de s'imposer au cinéma, où elle devint l'une des figures les plus respectées de sa génération. Son jeu subtil, plein de vérité, séduisait les plus grands réalisateurs. Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci ou Luis Buñuel, tous ont vu en elle une actrice rare, capable de tout exprimer par un simple regard. En France, elle était particulièrement aimée pour sa collaboration avec le cinéma d'auteur et pour sa présence magnétique. Elle n'avait pas besoin de grands gestes, tout passait dans sa voix et dans ses silences. Dans ses interviews, elle parlait de la vie comme d'un rôle, fait d'improvisation et de découverte. Elle disait que jouer, c'était surtout écouter, comprendre et aimer les personnages qu'on incarne. Adriana Asti a traversé les décennies sans jamais perdre cette fraîcheur qui la rendait unique. Elle ne cherchait ni la gloire ni les honneurs. Elle préférait les projets sincères, même modestes, pourvu qu'ils aient une âme. Son visage, à la fois doux et mystérieux, a marqué des générations de cinéphiles. La veille de sa disparition, elle avait passé une journée tranquille à Rome, entourée de quelques proches. Elle avait lu, écouté de la musique, évoqué ses souvenirs de tournage. Le soir venu, elle s'est couchée calmement, laissant derrière elle une vie d'artiste accomplie. Le lendemain matin, elle dormait encore, paisiblement, comme si elle continuait à rêver d'une dernière scène. Les journaux italiens et français lui ont rendu hommage avec émotion. Les critiques ont salué son audace, son intelligence, sa grâce. Adriana Asti n'était pas seulement une actrice, elle était une idée du cinéma, celle de la liberté, de la vérité, de la beauté sans artifice. Elle s'en est allée comme elle a vécu, discrète et lumineuse, laissant au monde le souvenir d'une femme d'exception et d'une artiste sincère. Une étoile du cinéma européen, endormie dans la paix, après une vie entièrement vouée à l'art et à la passion. Numéro 12, Louise Ebrel. Le 31 mars 2020, dans son sommeil, Louise Ebrel s'est éteinte paisiblement. Elle avait 87 ans. Ce matin-là, la Bretagne a perdu l'une de ses plus belles voix, une femme fière, libre, symbole vivant des traditions et des chants populaires. Dans les villages, sur les côtes, dans les fêtes locales, son nom résonnait comme celui d'une amie de toujours. Sa disparition a ému tous ceux qui aimaient la musique bretonne, cette langue du cœur qu'elle avait su faire vibrer avec tant de vérité. Née à Treffrine en 1932, Louise Ebrel était la fille de deux figures du chant traditionnel breton. Sa mère, Eugénie Guadec, appartenait au célèbre trio des sœurs Guadec, véritables icônes du patrimoine musical de Bretagne. Dès l'enfance, Louise avait baigné dans les gouers et les cannes à discane, ces chants anciens portés par la voix et la mémoire. Sa vie entière allait être consacrée à perpétuer cet héritage. Pendant des décennies, elle a chanté dans les festou, no, ces grandes fêtes populaires bretonnes où l'on danse, où l'on rit, où la musique unit les générations. Sa voix puissante, rocailleuse, habitée, touchait ceux qui l'écoutaient. Elle ne chantait pas pour plaire, elle chantait pour transmettre. Son visage exprimait la force tranquille des femmes de la terre, de celles qui portent leur culture comme un trésor. Dans les années 2000, Louise Ebrel avait surpris le public en collaborant avec le groupe punk breton Les Ramoneurs de Menhirs. Cette rencontre improbable entre tradition et rébellion fut un succès. Elle montait sur scène, micro à la main, aux côtés de musiciens habillés de cuir, et sa voix résonnait au-dessus des guitares électriques. Elle prouvait ainsi que la culture bretonne pouvait être moderne sans perdre son âme. La veille de sa disparition, elle s'était reposée après une journée calme. Elle parlait encore de musique, de ses souvenirs, de sa Bretagne qu'elle aimait profondément. Puis la nuit est venue, douce et silencieuse. Elle s'est endormie paisiblement, comme une chanson qui s'éteint sur une dernière note. Les hommages ont afflué de toute la région. Les radios locales ont diffusé ses enregistrements,
Les musiciens ont repris ses chansons dans les fêtes de village. Partout, on a célébré la mémoire d'une femme authentique, gardienne des racines et du souffle du peuple breton. Louise Hébrel s'est endormie en laissant derrière elle un écho de voix et de liberté, celui d'une Bretagne éternelle. Numéro 13, Bruce Dombolo. Le 15 mars 2025, à Paris, Bruce Dombolo s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 39 ans. La nouvelle a surpris tout le monde, tant sa vie semblait encore pleine de projets et de promesses. Son agent a confirmé qu'il était parti dans la nuit, sans souffrance, laissant derrière lui une carrière singulière et un parcours de vie marqué par la résilience et la renaissance. Né à Marseille en 1985, Bruce Dombolo avait d'abord connu le football avant de devenir comédien. Adolescent prometteur, il avait joué dans les équipes de jeunes de grands clubs français, mais sa trajectoire fut loin d'être linéaire. Après une jeunesse agitée et plusieurs épreuves, il avait trouvé dans le théâtre et le cinéma une nouvelle voie, un espace pour transformer ses blessures en art. Il disait souvent que le jeu lui avait sauvé la vie, qu'il lui avait offert une seconde chance. Son regard intense, sa voix profonde, son corps athlétique donnaient à ses rôles une force rare. Le public français l'avait découvert dans la série Marseille, puis dans Validé et Luther. À chaque apparition, il captivait. Il ne jouait pas un personnage, il l'habitait. Les réalisateurs louaient sa sincérité et son engagement. Sur les plateaux, il était connu pour sa gentillesse, sa rigueur, son humour. À travers ses rôles, Bruce Dombolo racontait souvent des vies cabossées, des destins en quête de lumière. Et c'est peu, être pour cela que le public l'aimait tant. Il incarnait une vérité. Il montrait que l'on pouvait tomber et se relever, que la force ne vient pas de la perfection, mais du courage. La veille de sa disparition, il avait passé la journée à répéter pour un tournage prévu quelques jours plus tard. Le soir, il avait ri avec des amis, partagé un repas simple, parlé de cinéma et de musique. Puis il était rentré chez lui, fatigué mais heureux, impatient de ce qui l'attendait. La nuit est venue, calme, sans bruit. Le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Les hommages ont été immenses. Des acteurs, des réalisateurs, des anciens coéquipiers du monde du sport ont salué un homme de cœur, un artiste sincère, un exemple pour la jeunesse. Dans les quartiers de Marseille, beaucoup ont pleuré celui qui leur ressemblait, celui qui prouvait qu'un destin pouvait toujours se réinventer. Bruce Dombolo s'est éteint dans le calme, laissant une trace lumineuse, celle d'un homme vrai. Numéro 14, Sean Gourlay. Le 12 octobre 2025, à Paris, Sean Gourlay s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 70 ans. Ce matin-là, la scène du jazz français s'est réveillée dans le silence. Celui qui, depuis des décennies, faisait vibrer les clubs parisiens avec sa guitare et son sourire venait de quitter la scène, calmement, comme la dernière note d'un morceau terminé dans la douceur. Né à New York en 1955, Sean Gourlay avait découvert très jeune le jazz. Son père était saxophoniste amateur et sa mère pianiste. Enfant curieux, il passait des heures à écouter les vinyles de Charlie Parker et de Django Reinhardt. Il disait souvent que la guitare avait été son premier amour et son plus fidèle compagnon. Après des années de pratique, il s'installe à Paris dans les années 70, séduit par la liberté et l'énergie créative de la capitale française. Très vite, il devient une figure familière des clubs de jazz de la rive gauche. On le voyait jouer à Montmartre, à Saint-Germain-des-Prés, dans ces lieux où la musique ne dort jamais. Sa virtuosité, sa douceur, sa manière unique de raconter une histoire à travers chaque note, lui valurent le respect de tous. Il jouait sans arrogance, avec générosité, toujours à l'écoute des autres musiciens. Dans les années 80, Sean Gourlay collabore avec de nombreux artistes français et internationaux. Il enregistre plusieurs albums, donne des concerts à travers l'Europe, mais garde toujours cette simplicité qui faisait sa force. Il vivait pour la musique, pas pour la gloire. Il disait que le jazz, c'était une conversation entre âmes et qu'il suffisait d'un silence juste pour que tout devienne vérité. Au fil des années, il enseignait aussi, partageant son savoir avec les jeunes générations. Ses élèves se souviennent de sa patience, de son rire, de cette lumière tranquille dans ses yeux quand il parlait de musique. La veille de sa disparition, il avait joué dans un petit club parisien. Le concert s'était terminé tard. Il avait salué ses amis, bu un verre, puis était rentré chez lui, heureux et fatigué. Le matin du 12 octobre, il dormait encore, paisiblement, la guitare posée non loin de lui. Les hommages ont afflué depuis tous les coins du monde. Les musiciens ont salué un maître discret, un poète des cordes.
Dans les clubs parisiens, ces morceaux ont résonné à nouveau, comme un dernier salut. Sean Gourley s'est endormi dans la paix, laissant derrière lui une mélodie sans fin, celle de la passion et de la liberté. Numéro 15, Robert Redford. Le 10 à 7 octobre 2024, dans sa maison de Sundance, dans l'Utah, Robert Redford s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Il avait 89 ans. Ce matin-là, les médias du monde entier ont annoncé la disparition de l'un des visages les plus emblématiques du cinéma américain. En France, où il était particulièrement aimé, les journaux ont parlé d'un mythe, d'un homme qui avait su allier beauté, intelligence et engagement. Né à Santa Monica en 1936, Robert Redford avait grandi entre le sport et l'art. Avant de devenir acteur, il rêvait de dessin et de voyage. Son regard clair et son sourire discret allaient pourtant le mener vers une carrière fulgurante à Hollywood. Dans les années 60, il devient une star mondiale avec Butch Cassidy et le Kid, puis Gatsby le Magnifique et Les Hommes du Président. En France, il incarne le charme américain dans toute sa splendeur. Mais Robert Redford ne se résumait pas à son apparence. Il était aussi un réalisateur talentueux et un homme profondément engagé. En 1980, il fonde le Festival de Sundance pour soutenir le cinéma indépendant. Son objectif était de donner une voix aux artistes en marge du système, à ceux qui avaient quelque chose à dire autrement. Ce geste, simple et courageux, allait transformer durablement le monde du cinéma. Dans sa vie privée, il préférait la nature à la lumière des projecteurs. Il vivait entouré de montagnes, loin du bruit des studios. Ses proches disaient qu'il aimait le silence, les longues promenades, la peinture et la lecture. À 89 ans, il continuait encore à écrire, à réfléchir, à rêver. Le soir du 6 octobre, il s'était couché paisiblement après une journée passée à discuter avec sa famille. Le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Son départ fut doux, sans agitation, comme un fondu au noir après un dernier plan parfait. Les hommages ont été universels. Acteurs, réalisateurs, musiciens, tous ont salué sa bienveillance et sa force tranquille. Pour beaucoup, Robert Redford représentait l'élégance, la sincérité et la fidélité à ses convictions. Son regard, capté par tant de caméras, continue de briller dans la mémoire du cinéma. Il s'en est allé comme un artiste accompli, laissant derrière lui un héritage immense et une leçon de simplicité. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des légendes.